Aujourd'hui il fait froid, il pleuvine un peu. C'est exactement le même temps qu'on a eu il y a une année, jour pour jour. Alors petite balade, on se rapproche du bord de l'eau. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est intéressant alors. Alors on va se rapprocher. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour anniversaire. Et pour fêter cet anniversaire, on va aller se promener sur les petits sentiers secrets du Castor. Et voilà, on arrive au bord de l'étang. Là, tac. Et plouf dans l'eau. Oh, il y a du vent là. Voilà, on est là. C'est ici, c'est exactement ici qu'il y a une année, j'ai tourné le premier épisode de la Minute Nature, le 1er mars 2016. Et vous allez voir que c'est rigolo de voir tout ce qui s'est passé en une année. Il y a une année, le gros peuplier, il venait d'être coupé. Il y avait des copeaux tout frais. Et vous voyez là, il est toujours là. Mais ça a bien changé. Il a été tronçonné parce que ça faisait un peu désordre. Et puis surtout, vous voyez toutes ces branches là, c'est complètement magique. En fait, le peuplier, il a repoussé, vous voyez, depuis la souche. Et ça va donner une belle touffe d'arbres dans quelques années. Ou bien un garde-manger pour notre ami à grandes dents. Waouh! Et celui-là, c'est le suivant, il ne va pas faire long. Tous ces petits copeaux là, un coup de dent et tac. En fait, le castor, on pense qu'il mange le bois, c'est pas vrai. En hiver, il coupe les arbres pour manger l'écorce, pour ronger l'écorce et pour manger les bourgeons. Il n'y a plus que ça à manger à la mauvaise saison. Ouh! Ici, quand on veut vraiment protéger un arbre, on a intérêt à mettre un grillage comme ça vaut la peine. Et ce qui est complètement dingue, là je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'était un saule qui a aussi été rongé il y a quelques années, peut-être 2-3 ans. Et vous voyez, ça repousse. Le saule et le peuplier, ça c'est les bois préférés du castor, c'est des bois tendres à l'écorce juteuse. Et ils ont ce talent de repousser automatiquement une fois qu'ils ont été rongés. En fait, le saule, c'est un arbre aux propriétés vraiment étonnantes. Vous voyez, si vous coupez quelques rameaux, puis que vous faites de la vannerie comme ça, c'est super joli, un petit cœur, voilà. Il suffit que vous le remettiez quelques jours dans l'eau, et vous voyez que les racines, elles repoussent. Et puis que très vite, il y a aussi de nouveau des petites branches, des petites feuilles. Et là, si on le remet en terre, ça va faire une touffe de saule. En une année, la maison des castors, elle a vraiment grandi. En une année, j'ai fait plusieurs affûts. J'ai réussi à l'apercevoir quelques fois le soir ou le matin. Et puis j'ai aussi mis un petit piège photographique. Alors souvent, c'est plutôt ça qu'on voit sur les photos. Et puis des fois, on a un peu plus de chance. Puis des fois, il y a d'autres surprises, d'autres bêtes qui passent. Et puis en une année, j'ai fait presque 40 épisodes de la Minute Nature. Alors pour fêter ça, voilà ce petit gâteau en copeaux de castor. Alors on va essayer de l'allumer. La bougie, il y a beaucoup de vent. Voilà. Bon anniversaire la Minute Nature. Et merci à tous pour vos likes, pour vos partages. Merci de vous abonner à cette chaîne parce que c'est ça aussi qui fait remonter toutes ces vidéos de mieux en mieux dans YouTube pour sensibiliser le plus possible de gens à la nature. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé cette chaîne en filmant plein de petites choses toutes simples autour de chez moi. C'est pour faire découvrir la vie du castor, la vie de la mésange, la vie sexuelle incroyable du pissenlit, tous ces petits miracles qui nous attendent à 2 pas de chez nous. Voilà, c'est sur ce tronc exactement, il y a une année, qu'a commencé l'aventure de la Minute Nature. Et j'espère que ça continuera encore longtemps en votre compagnie. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le castor, voir un film vraiment magnifique, je vous recommande le DVD Les Nouveaux Castors avec le film de Vincent Chablot que vous pouvez commander ici, sur ce lien. Et puis après, 2 possibilités. Soit on arrête là, si vous avez assez vu ma tronche,
soit si vous avez envie qu'on fasse un peu plus connaissance, eh bien, j'avais envie de vous faire un petit cadeau pour cet anniversaire. C'est de vous passer un bout d'un film qui a été tourné il y a 3-4 ans et qui raconte un petit peu l'histoire de la salamandre, ma passion pour la nature, mon regard pour toutes ces belles choses qui nous entourent. Si ça vous fait plaisir, eh bien, je vous laisse en compagnie de Monsieur Salamandre. À bientôt! Julien? Oui? Bonjour. Bonjour. On m'a dit que je pourrais vous trouver par là. J'ai eu du mal, hein. Voilà, j'arrive de France et j'aimerais bien un petit peu vous rencontrer, vous, votre univers. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps à me consacrer. Bah oui, parce que là, moi, je suis là, je me promène, j'explore un peu cette forêt que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous emmener, venez avec moi, on y va. Avec plaisir. Il y a la rivière qui coule juste là-bas. Et puis cette espèce de fossé là, c'est un ancien bras mort de la rivière, maintenant qui est dans la forêt. Puis c'est un endroit qui est un petit peu plus humide que des deux côtés là autour. Et des fois ici on peut voir des salamandres, donc il faut bien regarder. Ah, c'est ici? Et oui, c'est tout près d'ici que j'ai vu ma première salamandre. Ouais, c'est l'endroit des salamandres. C'est l'endroit des salamandres, On y est, exactement. ça y est. Alors c'est vrai, quand il y a un morceau de bois comme ça, une vieille souche, ça vaut la peine de regarder dessous. Et puis quand il pleut, malheureusement aujourd'hui il pleut pas, quand il pleut, qu'on se promène comme ça le soir, et de temps en temps, on peut avoir la chance d'en voir une. Puis c'est vrai que c'est un truc complètement irréel. Mais peut-être qu'on va en voir une. Peut-être qu'on va en voir une, on va Je vais continuer, on va bien chercher. Ouais, Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous avez des fraises des bois? Bien sûr, mais c'est pas trop la saison là maintenant. Hein. Alors j'ai une amie qui travaille à la RTS. Elle m'a montré des images de vous quand vous étiez petit, des plateaux de télé. Ouais, ça fait longtemps. Moi je trouve le plus important c'est bien sûr l'information, parce qu'on ne peut pas aimer et protéger quelque chose sans le connaître. Alors je me suis dit, je vais parler de quelque chose, d'un sujet que je pourrais jamais épuiser. Alors je me suis dit, il y en a un tout près là, c'est ce que je peux trouver en me promenant. Souvenons-nous bien que nous sommes partie intégrante de la nature et que nous avons tout intérêt à ce qu'elle se porte bien. Alors lui, c'est la nature qui le passionne. Il édite un journal qui est bientôt au 100e exemplaire, c'est bien juste? Bientôt au 100e numéro. Numéro. Mais combien d'exemplaires chaque mois ou tous les 2 mois? À peu près 1800 exemplaires. Vous étiez très jeune, ça a commencé à quel âge? En fait, la salamandre, ça a commencé quand j'avais 11 ans. J'habitais ici dans la région, tout près de cette belle forêt. Et puis voilà, j'allais me promener, j'allais observer les oiseaux, les fleurs, les grenouilles. Et puis un jour, j'ai vu dans cette forêt une salamandre, ça a été un grand moment. Mais les dessins sont de toi ou Oui, bien? les dessins sont de moi. Cette belle salamandre, ce beau lucane, c'est toi? Talent, déjà, du talent, vraiment. Ouais. Talent. Mais tu as trouvé des aides ou tu fais encore tout seul? Alors, je suis aidée une fois par mois par certains camarades d'école pour l'expédition. Ouais. Mais autrement, je m'efforce de tout faire moi-même. Est-ce que tu sais un peu ce que tu veux faire plus tard? Non, je sais pas, mais j'aimerais rester un petit peu dans la nature. On se demande un petit peu, est-ce que vous n'êtes pas passé à côté de l'enfance? Vous êtes peut-être pas un peu coupé du monde avec tout ça? Moi, j'étais pas coupé du monde parce que j'étais dans le monde, dans la nature, dans les fleurs, dans les arbres, dans les oiseaux. Mais c'est vrai que j'étais complètement dans mon truc, dans ma passion. Et puis par rapport à ce qui intéressait mes copains quand j'avais 12, 13, 14 ans, on était quand même très décalés, c'est sûr. Chaque mois, je me dis, bon, pour mon numéro de décembre, il faudrait que je trouve des articles qui intéressent mes lecteurs ces mois-ci. Donc, il faut que je trouve quelque chose qu'ils peuvent voir en décembre. Un animal ou une plante. Alors quand j'ai fait mon choix, je cherche une idée pour aborder le sujet d'une manière humoristique au départ, mais quand même assez précise. Moi je me suis dit, au lieu de dire aux gens par exemple, tel animal va disparaître, ou est en train de disparaître, ou est en mauvaise posture, je vais d'abord leur parler de cet animal pour mieux les sensibiliser. Alors, là, regardez, il y a un truc rigolo. Ces espèces de tiges là qui sortent de la terre. Ça, c'est une prêle, c'est une plante très vieille, encore plus vieille que les dinosaures. Non. Ouais, c'est une des premières plantes qui est sortie de l'océan primitif d'où on est tous nés, il y a à peu près 400 millions d'années. Et en fait, c'est toutes petites écailles là, c'est des feuilles, et en fait, c'est la tige qui est toute verte. Elle est très dure, il y a de la silice, c'est une des rares plantes qui utilisent la silice, il n'y a pas de bois là-dedans, ni de calcaire. C'est la silice qui fait que c'est dur.
Et ça fait, à un moment donné, ça fait une espèce de petit épi au bout, et puis ça fait des spores qui vont voyager un peu plus loin. Et ça vit dans les forêts humides, et puis c'est surtout en hiver qu'on les voit, parce que là maintenant il y a plein de feuilles partout. Mais en hiver, elles se développent vraiment beaucoup, c'est pour ça qu'on l'appelle la prêle d'hiver. La prêle d'hiver. La prêle d'hiver. Finalement, ce qui m'intéresse aussi à travers la salamandre, c'est de partager cet émerveillement pour la nature, mais vraiment la nature ordinaire, pas les grandes raretés que les gens verront jamais, mais justement de rentrer dans la vie intime de l'écureuil, du pinson, du chêne, de la grenouille, des choses toutes bêtes, quoi. Je sais pas, de raconter la vie de ce lierre qui est une liane incroyable, qui fleurit à la saison où toutes les fleurs ont déjà des fruits, et puis qui passe l'hiver en gardant ses feuilles toutes vertes, parce qu'en fait c'est une liane qui vient d'une famille tropicale et que c'est la seule plante de cette famille-là qui vit en Europe. Et pouf, ça nous raconte une histoire incroyable, alors qu'a priori c'est un truc complètement banal. Et vous êtes complet du coup, c'est-à-dire que aussi bien la faune, la flore, vous savez. Ouais, alors non, je sais pas tout, quelle horreur, mon Dieu, non. La nature, c'est vraiment un truc qui rend modeste. C'est vrai que ça c'est génial. Mais c'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses. Dans mes études, j'ai fait plutôt de la botanique, mais justement, je m'intéresse. À chaque fois que je prépare un numéro de la salamandre, je plonge dans un autre univers. Une fois c'est un oiseau, une fois c'est une plante, une fois c'est un insecte incroyable. Et puis chaque fois c'est passionnant. Et puis chaque fois, ça me fait aussi rencontrer des spécialistes, des dessinateurs, des photographes qui me racontent des tas d'histoires. Ça me fait partir sur le terrain pour commencer une nouvelle quête. Et puis ça, c'est chaque fois génial. Donc j'apprends toujours. Et finalement, vous préférez quoi alors, la faune et la flore ou les êtres humains? Ah, j'aime bien les êtres humains aussi. Quand même. Mais c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est vrai que j'ai hésité en fait quand j'ai commencé mes études. J'avais deux possibilités. Soit j'étudiais la biologie, qui est en fait vraiment la matière de ce qui m'intéresse, c'est ma passion, la nature. Soit je partais plutôt dans une direction littéraire, en apprenant le journalisme, la communication, les langues, etc. Et puis finalement, c'est un peu les deux aspects de la salamandre, c'est que d'une part, on parle de la nature, mais en même temps, forcément, on le fait avec des mots, on le fait en communiquant, on le fait par l'écriture, on le fait en essayant de transmettre des émotions. Et puis la mixture des deux, ça fait quelque chose de sensible et qui touche les gens et d'artistique. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de dessins, oui, parce que la nature, si on veut, la nature, c'est pas un truc ringard, c'est pas un truc vieillot, ça doit pas être un truc chiant, ça doit être quelque chose de moderne, de vivant, de prenant. Et c'est pour ça que quand on lit la salamandre, on se rend compte que les gens qui l'écrivent, que ce soit moi ou mes collègues, je veux dire, on n'est pas juste là pour transmettre des connaissances scolaires, on est là pour raconter des histoires, on est là pour vous faire entrer dans des mondes insoupçonnés qui vivent à côté de chez vous, on est là pour vous faire rêver, on est là pour vous transmettre nos émotions, notre passion, des fois, notre frustration d'attendre devant un terrier, que le renard sorte, et puis le renard il sort pas, puis la nuit tombe, puis on rentre à la maison, puis on n'a pas vu le renard, mais tant pis, on y retourne le lendemain. Et ce soir-là, il se passe un truc magique devant le terrier, et ça, on va pouvoir le raconter à nos lecteurs. Donc ça demande aussi du temps. Donc quand même, vous êtes très complet, au final. Je sais pas. D'un côté, j'ai toujours fait qu'une seule chose dans ma vie, c'est la salamandre. Donc j'ai un petit côté un peu monomaniaque comme ça. Et puis d'un autre côté, c'est vrai qu'à travers la salamandre, j'ai appris plein de choses différentes. J'ai la chance d'avoir une équipe avec des collègues de plein de métiers différents. Ça, c'est super riche. Et puis, j'ai dû un peu toucher à tout par la force des choses, oui. Voilà, alors là, on va arriver au bord de la rivière. C'est un joli endroit. C'est joli. Et en fait, c'est une rivière dans laquelle il y a des castors. Depuis une trentaine d'années, il y a des castors qui ont été réintroduits dans la région. Mon grand-père avait participé au projet, d'ailleurs. Et puis, il y a une hutte un petit peu plus bas, là, le long de la rivière. Et en hiver, c'est très spectaculaire parce qu'on voit qu'il y a plein de troncs qui ont été coupés. Et puis voilà, ils travaillent, quoi. J'ai jamais vu de castor. Ah ouais, c'est une belle bête. C'est vraiment une belle bête. C'est grand? Ah ouais, c'est costaud, c'est gros un castor. Je voudrais bien en voir un. On va aller s'installer là. Alors, quand on débute une aventure pareille, qu'on est tout seul, on rédige son petit journal dans sa chambre, après ça commence à devenir quelque chose d'un peu plus important, on engage une personne, deux personnes, finalement on se retrouve à la tête d'une entreprise. Est-ce que c'est pas un petit peu déroutant, parce que ça a plutôt une figure associative, la salamandre à la base? C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Moi je suis pas entrepreneur dans l'âme, dans le sens que j'ai rêvé toute ma vie de créer mon entreprise. Moi, mon but, c'est vraiment de transmettre une vision du monde, une passion pour quelque chose. La salamandre, il n'y a pas de publicité. C'est quand même assez rare. On peut même dire, est-ce que vous n'êtes pas les seuls? Si, vous êtes les seuls, pratiquement. Moi, j'ai jamais vu ça. Vous n'êtes pas dans les kiosques pour éviter le gaspillage. Comment vous faites?
Ce qui est sûr, c'est que l'absence de pub, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que finalement, la pub, d'une certaine manière, c'est aussi une forme de pollution. Dans une belle revue qui est faite avec le cœur, où on soigne chaque texte, chaque image, on cisèle chaque mise en page. Une page de pub, même pour un truc a priori pas forcément répréhensible, c'est un corps étranger, c'est une pollution. Et je pense que de pouvoir offrir vraiment une revue qui est faite de A à Z, dans le même esprit, dans la même gamme de couleurs, avec le même esprit, c'est quelque chose d'important. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, on vit quand même à une époque où le papier recule, on s'informe de plus en plus sur des écrans. Et finalement, je pense que s'il reste une place pour le papier, à mon avis, c'est vraiment pour des beaux objets, pour des belles choses, qui soient pures, qui soient esthétiques, qui soient pensées jusqu'au bout. Et c'est dans ce sens-là que la salamandre évolue. Je pense qu'elle essaie vraiment de devenir toujours plus belle. Vous êtes plus un esthète qu'un entrepreneur, quoi. Oui, alors après, entrepreneur, on le devient par la force des choses, parce que c'est vrai qu'une entreprise, c'est un magnifique outil finalement pour mettre toute une équipe au service d'un même objectif, d'un même but. Et puis ça, je trouve que c'est super. Donc c'est vrai que oui, je suis devenu entrepreneur parce que j'ai compris qu'à un moment donné, la salamandre en entreprise permettrait de réaliser beaucoup plus de choses et de sensibiliser beaucoup plus de gens que si je restais tout seul dans ma chambre. Voilà. Bon, on le sait, la crise a touché tout le monde, la presse aussi beaucoup. C'est difficile de se lever le matin toujours avec cette même volonté, cette même énergie de se battre et de continuer malgré tout. C'est vrai que cette crise, on la sent. Et justement, depuis 2 ou 3 ans, ça nous a amené à nous poser plein de questions, à relever plein de nouveaux défis, à faire plein de nouvelles choses. Maintenant, en 2 ans, on a sorti pratiquement 20 livres. On n'en avait pas fait jusqu'ici, donc on diversifie nos activités. Donc ça, je trouve que c'est hyper positif. Après, oui, ça nous remet en question, ça nous fait nous poser des questions, mais ça, je trouve que c'est plutôt positif. Pour moi, la salamandre, c'est aussi un peu comme un être vivant, finalement. On est une équipe de gens qui collaborent, comme presque les organes, différents organes qui font fonctionner un être vivant, quoi. On peut aussi le voir comme ça. Et puis, je pense que la vie, elle est toujours faite de moments où il y a juste de la joie, puis de moments où il y a de l'inquiétude, où il y a du doute, où il y a de la remise en question. Moi, dans mon tempérament, je suis plutôt positif, optimiste. Donc, quand il y a un souci, quand il y a une crise, je me dis que c'est l'occasion d'en tirer quelque chose de positif, d'innover, d'inventer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, de faire des plus belles choses. Et puis jusqu'ici, ça a marché puisqu'on est toujours là. Et vous pensez qu'il y a réellement un avenir, un avenir dans ce style de développement? C'est jouable? Oui, je pense que ce qui est important, en fait, c'est le message qu'on veut transmettre. Le message, ça peut être... le support de ce message, ça peut être une revue sur papier, ça peut être une application iPad, ça peut être des livres, ça peut être des films, ça peut être une série télé, ça peut être des émissions de radio, c'est égal. Finalement, ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de dire aux gens et c'est ce qu'on a envie de leur proposer, de leur offrir. Alors finalement, cette petite salamandre est devenue une grande salamandre. Oui. Il n'y a pas un petit regret quand même? Est-ce qu'au fond, la salamandre, elle n'aurait pas dû rester petite? Allez, entre nous comme ça. Entre nous, il y a 2 aspects. Oui et non, je dirais en fait. À titre personnel, oui, c'est vrai que moi, ce que j'aime le plus, c'est de partir sur le terrain, d'aller observer des choses, de rencontrer des spécialistes, d'écrire. Et puis, c'est ce que je faisais la plupart du temps quand j'étais tout seul à la salamandre, où j'avais 1 ou 2 collègues. Petit à petit, au fur et à mesure que cette aventure s'est développée, on s'est retrouvé une plus grosse équipe avec plus de choses à gérer, à organiser, etc. Donc ça m'a évidemment éloigné, en tout cas une partie de mon temps de ces choses-là. Donc à titre personnel, des fois je me dis, oui, il y a un petit regret. Et puis en même temps, quand je vois tout ce qui se passe autour de nous, quand je vois l'état de notre planète, quand je vois à quel point toute notre société fonce dans une impasse qui me paraît aller vraiment à 180 degrés par rapport à mes valeurs de vie, je me dis, c'est important que ces salamandres, elles touchent un maximum de gens, qu'elles sensibilisent le plus largement possible les enfants, les adultes, les gens de tous les âges. Et pour ça, c'est important qu'on fasse plein de choses, qu'on fasse des revues, qu'on fasse des livres, qu'on fasse des films, qu'on soit présent en Suisse romande, qu'on soit présent en France, en Allemagne ou ailleurs. Et pour faire tout ça, tout seul, je ne vais pas y arriver. Donc, d'une certaine manière, finalement, je pense que le fait que la salamandre ait grandi, c'est important, c'est bien, parce qu'on fait infiniment plus de choses, on touche infiniment plus de gens. Ce qu'on propose à nos lecteurs est aussi bien plus varié et plus riche que si c'était que des choses que j'avais faites moi-même tout seul dans mon petit coin. Donc de ce point de vue-là, c'est très positif. Et puis après, tant que j'ai toujours une part de mon temps que je peux consacrer à l'écriture, au terrain, au ressourcement vraiment dans la nature, à la recherche de nouvelles idées, je l'ai toujours eu jusqu'ici, je l'ai toujours, donc ça roule. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Moi, je trouve que quand on se regarde face à face, c'est hyper impressionnant.
Notamment le renard, ça me frappe quand je me retrouve face à un renard, parce qu'il y a une intensité du regard qui est folle, et puis en même temps, il y a un mystère complet, parce qu'on ne saura jamais, fort heureusement d'ailleurs, ce qui se passe dans la tête d'un renard. Alors on m'a dit que vous passiez des nuits à la Belle Étoile. C'est vrai que j'aime bien passer du temps dans la nature, et puis les moments les plus magiques, les moments où souvent on voit le plus d'animaux, c'est à l'aube, c'est au crépuscule. Donc finalement, plutôt que de rentrer à la maison puis aller me coucher dans un lit, j'aime bien me faire oublier dans le paysage, me planquer sous un arbre et puis dormir là sur place. Ça vaut vraiment la peine de s'extraire un petit peu de notre rythme rapide, moderne, et de prendre le temps et de se poser dans la nature et de s'immerger dedans. Alors de tous les numéros de la Salamandre, moi j'ai envie de savoir, c'est lequel votre préféré? Celui sur lequel je concentre toute mon énergie, toute ma passion, c'est le prochain, c'est celui qui va apparaître, qu'on va essayer de faire le mieux possible. Puis en même temps, c'est vrai qu'il y a des numéros qui marquent. Et puis dans les derniers numéros qu'on a fait récemment, il y a un numéro sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. C'est une salamandre qui était consacrée à un oiseau complètement extraordinaire, un oiseau unique au monde. Il porte un nom un peu bizarre, il s'appelle le Ticodrome. Il vit dans des endroits complètement improbables, des falaises verticales, inaccessibles, où il passe toute sa vie, où il élève ses petits, où il cherche sa nourriture. Et voilà, on a fait un numéro sur cet oiseau, et on a aussi fait un film. Un film qui a nécessité 3 ans de tournage, dans des conditions extrêmement difficiles, en montagne, dans des endroits hyper casse-gueule. Le réalisateur qui a fait ce film, il a même eu quelques très très grosses frayeurs pour ramener un film qui est... vraiment, c'est une première mondiale. Il n'y avait jamais eu de film qui avait été fait encore sur l'extraordinaire Ticodrome qu'on appelle si joliment l'oiseau papillon. En quelques mots, si les choses étaient à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas? Je crois que je referais en gros ce que j'ai fait, parce que je suis convaincu que c'est important. En même temps, je suis réaliste, je veux dire, c'est une petite goutte d'eau, hein. Une toute petite goutte d'eau dans cette rivière, mais voilà, c'est ma part du colibri, comme dirait Rabi. Quand je vois les migrateurs qui repartent en automne, quand je vois la neige qui arrive, quand je vois les animaux qui descendent de la montagne parce qu'il commence à faire froid, qui remontent au printemps, je sens que c'est des rythmes, c'est les vrais rythmes de la vie, c'est les rythmes aussi qu'on a quand on marche, quand on découvre un coin de campagne à la vitesse de ses pas, et c'est des rythmes pour lesquels on est fait nous. Et les enfants ont besoin de ces repères. Mais les adultes aussi, c'est pareil. Bien sûr, mais c'est vrai que d'autant plus. Oui, mais je vous reprends parce qu'on a toujours un petit peu aussi tendance à croire que la nature c'est pour les enfants. Non. Si, ça c'est un truc qui me rend fou. Ah oui, non, mais moi je le pense pas. Vous êtes sur un salon, vous êtes sur un stand, vous êtes en train de présenter la salamandre à des gens, puis les gens ils regardent, ah super, la nature, ah mais mes enfants ils sont trop grands, mes enfants ils sont trop petits, ou je sais pas quoi, et les gens ils captent pas que la nature, c'est pas seulement un truc joli pour les enfants, puis qu'après on passe aux choses sérieuses, puis qu'on devient adulte, mais que c'est quelque chose aussi, c'est pour tout le monde la nature. Je vois maintenant justement tous nos abonnés, tous nos lecteurs, tous les gens qui achètent nos livres, qui regardent nos films, les adultes, les enfants, toutes les écoles qui utilisent ce qu'on fait. Je me dis, c'est important quoi. Voilà, ça se passe près de chez vous. Et rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles aventures dans mon jardin.